On va terminer ce panorama assez complet de ce panorama juridique avec Maître Caroline Zorn sur le thème de partage et échange de données de santé et sur la notion d'équipe de soins. On est effectivement entré dans une ère où on ne peut plus travailler seul. C'est suffisamment dit souvent. La collaboration autour du patient s'impose avec la chronicité des maladies notamment. Donc je vous laisse nous exposer tout ça. Merci. Alors, normalement, à présent, vous n'allez plus faire l'acquisition de dispositifs médicaux ou d'objets connectés dans les établissements. Hein, on est clair là-dessus. Donc, on va essayer de terminer, et je me félicite quand même de la qualité des échanges qu'on a eus cet après-midi, parce que pour faire régulièrement des conférences, on a quand même rarement des confrères de cette compétence avec qui exposer des problématiques aussi spécifiques. Donc c'est formidable, et en plus je clôt cette séance, donc j'en suis très contente. Et d'ailleurs il y a un certain nombre de points sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce qu'ils ont déjà été très bien exposés. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'être sur des choses très actuelles, c'est-à-dire l'équipe de soins qui aujourd'hui fait l'objet d'ailleurs fait l'objet d'un article, de plusieurs articles au sein de la loi de santé, qui est à l'origine d'un mouvement de grève de la médecine libérale aujourd'hui, et notamment sur une des questions qui est la disparition, pour reprendre les termes des syndicats, la disparition du secret professionnel. Et je voudrais en faire une observation liminaire très rapide de cet article 47, parce qu'il a été évoqué, tout à l'heure par Maître Doutrillo, sur la question de la vulnérabilité. Alors, je sais qu'on a peu de temps, et que je passe en fin de séance, et c'est la raison pour laquelle, finalement, toute cette présentation fait partie d'un article que je publierai à la fin de l'année, et que vous pouvez télécharger je crois que le lien est en ligne, comme ça il y a un article complet, et notamment les personnes qui ont dû partir me l'ont demandé, donc comme ça il est en ligne dès à présent, ce qui permettra de passer peut-être plus rapidement sur des points qui ont déjà été abordés. Donc cet article 47, il est intéressant parce qu'évidemment, lorsque la loi prévoit de rassembler sous la cloche de l'open data des bases de données comme le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, tout le monde le connaît ici, mais également le SNIRAM, donc toutes les données interrégimes de l'assurance maladie, mais également les bases de données sur les causes de décès, donc les bases CEPI-DC, avec quelques informations des MDPH pour être complet. Et bien quand vous avez une base qui recense toutes ces données, on a beau vous dire qu'elles sont de manière agrégées, dans des bases de manière anonymisée, on est en droit de se poser la question, puisque là on est au-delà de la vulnérabilité en cas de problème. Lorsque, effectivement, le projet de loi, qui est encore en ce moment, dont la forme définitive n'est pas arrêtée, puisque les sénateurs nous ont dit qu'ils allaient revenir un petit peu en arrière, la ministre nous a dit qu'elle allait, elle, remettre une dernière passe de manière à ce que cet article 47 soit voté en l'état. Eh bien, la question de la robustesse de l'anonymisation est extrêmement, extrêmement importante. Le projet de loi nous dit que les codes permettant l'identification de la personne sont confiés à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé, des responsables des traitements. C'est-à-dire, on vous dit, cette base, elle regroupe des données sous forme agrégée. Et ces données, elles sont anonymisées. Mais par ailleurs, il y a un code qui permet de réidentifier, qui va se trouver ailleurs. Ailleurs. D'accord. Par définition, une donnée anonyme que l'on peut réidentifier, ça n'est pas une donnée anonyme. Et ça, il y a quand même une littérature importante, et l'INRIA, excusez du peu, a encore fait des rappels sur cette question il y a peu. Il ne s'agit pas de données anonymisées lorsqu'on peut revenir en arrière et réidentifier. Je ne dis pas que ça ne sert pas, évidemment, de pouvoir réidentifier dans certains cas. Il faut juste être un petit peu sérieux sur les termes utilisés. Alors, cette introduction en forme de mise en garde, mais uniquement sur finalement le sens des mots, a pour avantage de me faire glisser sur la notion de données de santé. Là encore, on en a parlé, et mon dada est quand même la distinction données de bien-être, données de santé.
Et si je veux l'aborder, c'est parce que c'est un propos que j'avais déjà il y a quelques années, pour indiquer que les données qu'on trouvait dans les applications bien-être, la prise de tension, la fréquence de vos joggings, mais également la prise de poids ou la date de la prochaine pilule à prendre, ce ne sont pas que des données bien-être, ce sont des données de santé, parce qu'elles ont un rapport, elles donnent des indications, elles apportent des informations sur un état relatif à la santé des personnes. Et cette bonne vieille définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que la santé, c'est un état de bien-être complet, mental, physique, social, etc., et pas seulement une absence d'infirmité, et je vois certains qui rient, et ils ont raison, parce qu'elle est vieille comme le monde, elle s'applique tout le temps, c'est que ça montre que la santé est extrêmement vaste, et qu'il ne suffit pas de faire des applications prétendument traitant des données de bien-être pour pouvoir échapper à la réglementation. Et tous les jours, je vois dans mon cabinet des développeurs qui ont de superbes idées. Simplement, ils arrivent en disant « Là, je pense qu'on ne sera pas obligé d'avoir un hébergement agréé de données de santé. Et je pense d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de demander le consentement des personnes puisqu'il ne s'agit que de données de bien-être. » Donc là, je m'étouffe, je prends un verre d'eau, je me calme. Et ensuite, on aborde les questions de fond. Parce que la qualification de données de santé ne doit pas faire peur, mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que votre projet ne pourra pas voir le jour, ça ne veut pas dire que tous vos développements sont foutus, il faut simplement avoir ces réflexions dès la conception des projets, privacy by design, comme on le disait tout à l'heure. Je n'irai pas plus loin sur la question de la qualification juridique de la donnée de santé, mais c'était pour faire un point quand même sur cette question qui a beaucoup évolué depuis 2004, puisque la donnée de santé a ce statut de données sensibles depuis 2004, en vertu de la directive de 95. Il aura fallu attendre 95-2004 pour que cette directive européenne soit intégrée au droit français. Et puis maintenant, on passe dans une nouvelle ère avec le RGPD dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une question qui a été développée tout à l'heure par Maître Renard sur le règlement général à la protection des données, qui est extrêmement importante dans l'idée qu'on se fait, dans l'idée qu'on aura encore demain davantage de la donnée de santé. C'est-à-dire que dans ce règlement disparaît l'idée de la vie privée, un droit absolu. D'ailleurs, on vous le dit en préambule du projet de règlement, le droit à la vie privée n'aura plus valeur absolue. C'est-à-dire qu'il faudra l'apprécier par rapport aux circonstances, par rapport aux finalités, et donc il y aura une balance à faire entre l'intérêt général, public, il faudra encore le définir, parce qu'il y a des appréciations différentes, et le droit objectif que vous avez à revendiquer une protection de vos données. Ça correspond finalement assez bien dans la sphère de la santé, et dans la santé on n'a pas trop de problèmes, au fait de dire mais on est là pour vous soigner, on est là pour vous prendre en charge. Et cette finalité thérapeutique-là, finalement, elle abat un grand nombre d'obstacles. Mais en question de partage des données de santé, et c'est un peu mon deuxième propos, lorsqu'il est question de partage, il ne suffit pas de dire aux gens « Mais voyons, vos données, on ne les échange pas pour se faire plaisir, on les échange pour améliorer la coordination des soins. On les échange parce que de toute manière, on a toujours fait comme ça, et vous êtes à l'hôpital et on vous prend en charge et c'est déjà bien. » Bon. On a passé un cap, mais c'est vrai, la question du « vous n'allez quand même pas refuser qu'on partage des informations, on les partage pour les soigner », je l'entends au sens propre et figuré. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle de partage de données de santé, il faut garder à l'esprit que le secret partagé recèle une contradiction. C'est-à-dire, vous avez le secret professionnel de 126.13 du Code pénal, donc c'est une révélation d'informations à caractère secret, 15 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement. C'est la traduction du secret médical qui, là, relève de la déontologie, qu'on connaît fort bien et depuis longtemps. Et on vous dit, alors vous n'avez pas le droit de révéler les informations, mais en revanche, il existe le secret partagé. Il y a une vraie contradiction. Et la raison pour laquelle c'est une contradiction, c'est un fait justificatif de l'infraction, le droit a bien articulé ça. Vous avez le principe, secret professionnel, vous avez l'exception, le secret partagé. Mais exception veut dire que les règles doivent être suivies de manière extrêmement stricte et qu'on doit intégrer dans les systèmes d'information ces règles de sécurité qu'on énonçait ce matin. Ce matin, je disais, mais finalement, moi, j'ai rien de plus à ajouter sur tout ce qui a été dit.
tous ces principes-là de sécurité appliqués, le juriste, il n'a rien à dire, le juriste est content. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse des avocats, comme on le disait tout à l'heure. Quand le juriste est content, le juriste sourit et n'intervient plus, et il s'incline parce que finalement, notre but, c'est pas de bloquer les projets, mais de les accompagner sereinement. Alors, le secret partagé, un mot sur de la loi Kouchner à la loi Touraine, et puis ensuite on voit les évolutions pour vraiment dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, secret partagé et équipe de soins. Est-ce que l'équipe de soins est complètement révolutionnée? Alors depuis 2002, et d'ailleurs c'était un des grands attraits de la loi Kouchner, c'est de définir pour la première fois le partage du secret. Donc on rappelle quand même que toutes les informations sont protégées par le secret professionnel, doivent être sous le couvert de la confidentialité, mais on vous dit quand même que 2 ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois échanger des informations, sauf si la personne s'y oppose. Avec un cran supérieur, en établissement, la personne est présumée consentir. Donc en ville, il suffit que la personne ne s'y oppose pas pourvu que ça se fasse entre professionnels de santé. Si on est à l'hôpital, la personne elle est présumée consentir. On a ce schéma-là. Depuis la loi santé, en tout cas si elle passe en l'état, parce que je ne vais pas m'étendre sur les apports de la loi de 2011 qui en fait n'en étaient pas et ne changeaient rien. On avait mis un alinéa supplémentaire. C'est la vertu pédagogique de la loi qui se perd un petit peu, mais bon. Donc avec la loi santé, on nous dit un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés. On ne parle plus de professionnels de santé, on parle de professionnels identifiés. Et ça change tout. Parce qu'auparavant, pour que les personnes fassent partie de l'équipe de soins et puissent prendre en charge les personnes en échangeant ces informations, les informations sur la personne, il fallait qu'elles soient professions de santé. C'est-à-dire les professions médicales, médecins, sages-femmes, professions dentaires, dentistes, pharmacie, préparateur en pharmacie et les auxiliaires médicaux. Bon. Et par exemple, dans les auxiliaires médicaux, vous n'aviez pas les psychologues qui interviennent régulièrement en réalité. Vous n'aviez pas les assistantes sociales qui elles aussi ont un rôle à jouer. Donc, dans les équipes de soins, vous ne pouviez pas avoir a priori ces personnes. Et il fallait demander le consentement express du patient, tout simplement, pour faire rentrer ces personnes à l'intérieur de l'équipe de soins. Eh bien là, la loi santé nous dit plus besoin d'avoir un professionnel une profession de santé, tout professionnel identifié, donc il est déjà identifié, c'est bien. Mais en plus de cette disparition du critère d'appartenance à la catégorie des professions de santé, on nous dit lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne, si c'est strictement nécessaire à la prise en charge thérapeutique, et puis ou à son suivi médico-social. Donc, le nouveau paradigme, c'est que l'équipe de soins, ça n'est plus seulement 2 ou plusieurs professionnels de santé qui échangent avec l'accord du patient, ou en tout cas s'ils ne s'opposent pas, ce sont toutes les professions identifiées que le patient accepte de faire entrer dans l'équipe. Ou que le médecin, et ça c'est sa nouvelle responsabilité, aura désigné pour faire rentrer dans l'équipe de soins. Donc, on va mettre à la charge du médecin l'initiative de la création d'une équipe de soins. Donc là, il y a une vraie responsabilité. On n'est pas forcément dans la e-santé parce que c'est plus large et parce qu'il va falloir adapter dans les systèmes d'information cette habilitation. Adapter ça à travers une matrice d'habilitation, il va falloir y travailler et sérieusement. Et malgré cette ouverture radicale de l'équipe de soins, puisqu'on va pouvoir y mettre les personnes qui travaillent en IME, les personnes qui travaillent en EHPAD, et bien malgré cette ouverture, il va falloir quand même attendre un décret et un arrêté qui va nous dire quelle est en réalité la composition exacte selon l'article 1110-12. Donc avant, on avait une équipe qui était à géométrie variable, mais finalement, moi, mon conseil, c'était trouver de manière ergonomique le moyen de recueillir le consentement du patient. Maintenant, c'est plus suffisant. Donc ça s'ouvre, l'équipe de soins s'ouvre, mais avec des contraintes supplémentaires. Et la cerise sur le gâteau, l'opposition de la personne non seulement reste possible, mais au regard de la formulation de la loi, de cette loi, on nous met ça tout à la fin. Ce qui veut dire qu'en tout état de cause, la personne, elle peut s'opposer. Donc en tout état de cause, la personne, il va falloir l'informer. Auparavant, à l'hôpital, vous aviez une présomption de consentement. La personne était d'accord pour ce partage à l'intérieur d'une équipe de soins. Eh bien, puisque là, ce paragraphe-là, on le met tout à la fin, eh bien, ça veut dire qu'on a une vision globale de la faculté d'opposition. Donc, en termes de droit des patients, on ne va pas s'en plaindre. Enfin, il va quand même falloir implémenter ça dans le système d'information. Bon. Alors, pour conclure,
l'ouverture réelle de la notion d'équipe de soins, elle semble acquise. Et cette volonté d'ouvrir au social et au médico-social, c'est quelque chose dont beaucoup d'entre nous vont se féliciter. Simplement, la mise en pratique des dispositions va nécessiter des schémas d'habilitation extrêmement complexes, puisque, et là on est vraiment dans le concret, la CPS, on en parlait tout à l'heure, la CPS en EHPAD ou en IME, quand je fais des formations à des infirmières en établissement de santé et que je parle de CPS, on me demande si c'est la carte en carton rose. Donc là, dans vraiment des établissements sociaux et médico-sociaux, le déploiement de la CPS, il va falloir y travailler de manière extrêmement sérieuse, ou en tout cas des dispositifs équivalents, puisqu'on sait que des dispositifs équivalents peuvent être déployés, ce n'est pas un problème, mais il va quand même falloir accompagner ça de sérieuses formations. Dans l'attente, on ne peut que trop recommander de structurer les projets e-santé qui nécessitent un partage de données, et c'est quasiment à chaque fois le cas, sur la base du respect de la vie privée, même si la notion de vie privée est un petit peu différente à l'aune du RGPD. Gardez quand même en tête qu'il s'agit d'infractions pénales, par principe, et que lorsqu'on partage des données, on est dans l'exception. C'est la raison pour laquelle tous les principes de sécurité qui ont été énoncés ce matin doivent être respectés de manière très, très précise. Et je voudrais rappeler que dans l'architecture des systèmes d'information, on a bien évidemment un rôle à jouer sur l'information, sur la qualité globale finalement de l'architecture, avec la traçabilité, avec tout ce qu'on a énoncé ce matin. Mais au final, le système d'information va traduire ce qui fonctionne oralement. Et c'est-à-dire une reproduction des schémas, une implémentation de ce qui se fait. Et il ne faudrait pas que la e-santé devienne une couche sur des structures qui se perdent et qui se délitent parce qu'on est en manque de formation et parce qu'on est en manque d'accompagnement sur le fonctionnement et la circulation de base dans les équipes. Voilà. Donc ça, c'était une remarque personnelle, un sentiment personnel. Et vous allez lever. Non, vous avez dépassé. Mais vous m'avez dit je vais conclure, donc voilà, et j'ai pas sorti mon Alors panneau. je vais conclure en matière d'accompagnement des projets de e-santé. Je vais citer les tontons flingueurs parce que j'ai pas réussi à placer le mot pelleteuse comme en début d'après-midi, ni à faire de l'humour aussi bien que les brillants directeurs d'établissement qu'on a vus tout à l'heure. Donc pour les citer, le prix s'oublie, la qualité reste, et en matière de système d'information, c'est encore plus vrai. Voilà. Merci.